Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un chapitre absolument fascinant du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Attention, c'est un chapitre assez court mais d'une densité incroyable. En à peine quelques pages, Hugo arrive à condenser toute la tragédie et surtout toute l'absurdité de la peine de mort. Le chapitre s'ouvre sur une question déconcertante. Criminel, avez-vous bon cœur? Imaginez un peu. Une question à la fois banale et complètement surréaliste dans ce contexte. Et là, on le sait, on entre dans l'une des scènes les plus folles, les plus tragiques du roman. C'est un dialogue de sourds en fait. Un dialogue impossible entre un homme qui va mourir et un autre qui ne pense qu'à une seule chose. Gagner à la loterie. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça ensemble. D'abord, on va se pencher sur cette fameuse demande absurde qui lance toute la scène. Ensuite, on suivra le condamné dans ses véritables montagnes russes émotionnelles, l'espoir puis la chute. Après ça, on va plonger dans la langue de Hugo, son style, pour voir comment il nous fait ressentir tout ça. Et enfin, on essaiera de comprendre le message, le plaidoyer puissant qui se cache derrière cette anecdote en apparence triviale. Allez, c'est parti pour la première section. On va parler de cette demande complètement absurde. On va se plonger dans cette scène où un gendarme, oui, un gendarme, fait une requête, pour le moins étrange, à un homme qui sait que ses heures sont comptées. Alors, comment ça se commence? Eh bien, par un simple changement de garde. Le gendarme auquel le narrateur était, disons, habitué, s'en va et un nouveau arrive. Et tout de suite, Hugo nous le décrit avec des mots très forts. Il a une figure inepte et un front déprimé. Et attention, ces mots ne sont pas choisis au hasard, surtout pas avec Hugo. Quand il parle de front déprimé, ce n'est pas juste une description physique. Pour les gens de l'époque, au XIXe siècle, ça évoque tout de suite quelque chose, la physionomonie. C'était une sorte de pseudo-science très à la mode qui voulait que les traits du visage révèlent le caractère. Et un front déprimé, eh bien c'était tout simplement le signe de la bêtise, de la stupidité. Donc en une seule expression, Hugo nous dit « Attention, ce personnage est un idiot ». Le décor est planté avant même qu'il ait dit un seul mot. Et c'est là que l'absurde atteint son paroxysme. Le gendarme formule sa demande, et elle est inimaginable. Il est persuadé, mais vraiment persuadé, que les condamnés à mort développent un don de voyance. Et donc, très sérieusement, il demande au narrateur de revenir le voir, en fantôme, après sa propre exécution, pour lui donner les numéros gagnants de la loterie. Oui. C'est un choc frontal entre la réalité la plus crue et la superstition la plus grotesque. Alors là, on passe à la deuxième partie. Face à une demande pareille, on s'attendrait à de la colère, non? Ou du mépris. Mais il faut se mettre à la place du condamné. Pour un homme qui n'a plus rien, la plus petite feuille dans le mur de la réalité devient une porte de sortie. La moindre folie devient une lueur d'espoir. On va voir comment cet espoir complètement fou va naître, pour être ensuite écrasé de la manière la plus brutale qui soit. Et Hugo nous donne une image pour ça, une métaphore absolument magnifique pour nous faire comprendre l'état d'esprit du condamné. C'est cette idée que, par moments, on se sent capable de briser une chaîne avec un cheveu. C'est une image parfaite. Ça dit tout de la fragilité, de l'improbabilité de son espoir. Quand on est au fond du gouffre, la plus petite chance, même irrationnelle, même impossible, on s'y accroche comme si c'était la plus solide des cordes. Et donc que fait le narrateur? Il saute sur cette occasion insensée. Il élabore un plan, là, sur le moment, une contre-proposition. Il va surenchérir, pas 3 numéros, mais 4, à une seule condition, que le gendarme échange ses vêtements avec lui. Et là, son esprit s'emballe. Il s'imagine des gens en uniforme, dehors, libres. On sent son cœur qui bat la chamade, on le sent presque physiquement. Ici, le contraste entre les deux personnages est saisissant. C'est un véritable gouffre. D'un côté, on a le condamné, pour qui l'enjeu, c'est la vie, la liberté, c'est existentiel. Et de l'autre, on a le gendarme, pour qui l'enjeu, c'est une petite fortune, gagner de l'argent facile. Il est tellement obnubilé par son gain matériel qu'il est complètement aveugle à l'humanité, à la détresse de l'homme qui est en face de lui. Et là, c'est le coup de massue, la chute. La réponse du gendarme, dans sa logique bête et méchante, vient claquer la porte au nez de cet espoir fou. Ah bien non, tiens, et mes numéros? Pourquoi? Parce que pour que les numéros soient bons, il faut que le condamné soit mort. C'est la condition même de son plan. Sa mort est la clé. C'est implacable. Il n'y a aucune issue. Bon, cette montée d'adrénaline, cet espoir immense et cette chute vertigineuse, ce n'est pas juste le fruit du scénario. Si on le ressent aussi fort, c'est parce que Hugo est un génie du langage. Il utilise des outils, des techniques très précises pour nous faire vivre l'angoisse de l'intérieur. Alors regardons ça de plus près. Pour nous plonger dans cette tension, Hugo adopte ce que j'appelle un style de l'urgence. Regardez le dialogue. Il est court, direct, presque télégraphique. Les phrases sont brèves. Les questions se répètent, comme « laquelle ?» Tout ça, ça imite le rythme d'un esprit en surchauffe, d'une pensée qui s'agite. Et en plus, il nous ramène sans cesse au corps, aux sensations physiques. Mon cœur palpitait. Il nous force à ressentir physiquement cette urgence, cette angoisse. Et puis vient la conclusion de la scène, avec cette phrase terrible. « Je me suis rassis, muet, et plus désespéré de toute l'espérance que j'avais eue. » C'est ça la clé.
Le désespoir est pire. Il est plus désespéré justement parce qu'il y a eu un espoir. La chute est toujours plus dure quand on est monté très haut. Le silence qui suit, on l'entend presque. Il est assourdissant, plus lourd de sens que n'importe quel discours. Ok, on a parlé du rythme, du style. Maintenant, on va zoomer encore un peu plus pour décoder le style de Hugo. On va s'intéresser à ses outils de prédilection, les figures de style. Vous allez voir, c'est comme la boîte à outils de l'écrivain pour créer un maximum d'impact. Alors regardons concrètement. Prenons l'antiphrase, cette figure qui consiste à dire le contraire de ce qu'on pense. Quand le narrateur dit que c'est une chose ridicule qui lui est arrivée, c'est tout sauf ridicule, c'est une tragédie, c'est une ironie absolument terrible. Autre exemple, l'hyperbole, l'exagération. Il promet de le rendre plus riche que le roi. Bien sûr que c'est une promesse en l'air, mais ça montre l'immensité de son désespoir. Il est prêt à tout promettre. Et enfin, la métaphore du cheveu qui brise une chaîne. C'est l'image même de l'espoir absurde et fragile. Chaque outil a un but bien précis, amplifier l'émotion. Bon, on a analysé la scène, le style, mais maintenant, il faut prendre un peu de recul. Pourquoi? Pourquoi écrire ce chapitre si étrange, qui frôle parfois le comique? Quel est le but de Hugo au fond? Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Ce chapitre n'est pas juste une petite anecdote pour remplir des pages. Non, c'est un argument redoutablement efficace. Hugo ne fait pas que raconter une histoire. Il est en train de construire, sous nos yeux, un réquisitoire contre la peine de mort. En fait, à travers cette scène unique, Hugo fait plusieurs choses. Il dénonce un système qui déshumanise complètement, il critique la bêtise, l'égoïsme des gens normaux face à la mort d'un autre, il nous montre l'absurdité totale de la situation et surtout, il nous force, nous, lecteurs, à ressentir l'angoisse. Le message final est sans appel. La peine de mort ne détruit pas seulement le condamné, elle pourrit moralement toute la société qui l'accepte. Et je voudrais qu'on termine sur cette question. En choisissant de transformer la tragédie en une sorte de farce grotesque, avec ce gendarme et sa loterie, est-ce que Hugo ne rend pas sa critique encore plus dévastatrice, encore plus percutante? C'est peut-être ça le coup de génie. C'est que le ridicule, ici, ne fait pas rire. Il rend la tragédie encore plus insupportable.